Bonjour à toutes et à tous. Avec cette vidéo, nous allons attaquer une nouvelle partie. Fini les politiques monétaires et bienvenue maintenant aux politiques budgétaires. Dans cette vidéo, nous allons voir l'approche keynésienne des politiques budgétaires, notamment via les multiplicateurs. Donc avant de voir cela, quelques minimes précisions. Les dépenses publiques dans leur globalité, les dépenses de l'État dans leur globalité notées très grand G, sont composées de vraies dépenses, donc des dépenses G, qui représentent les dépenses publiques. Donc l'État finance directement la production d'un bien ou d'un service, par exemple l'éducation. Et c'est également composé de prestations et de subventions notées grand P. Donc les prestations correspondent à une situation dans laquelle l'État redistribue les prélèvements réalisés sur d'autres agents. Donc via des impôts et des cotisations sociales, il va redistribuer ses recettes. Les dépenses publiques, G, c'est l'État va construire un pont, une école, va financer des magistrats, etc. etc. Ensuite, rappelons la relation du budget. Si G moins T, donc si les dépenses de l'État moins les recettes sont égales à 0, le budget est équilibré. Si elles sont supérieures à 0, le budget est excédentaire, mais ça ne s'est pas vu depuis des décennies et c'est pas près d'arriver, surtout avec la crise actuelle. Ou alors le cas le plus probable, et celui dans lequel on est depuis des décennies, c'est le cas dans lequel G-T est inférieur à 0. Donc l'État est emprunteur, le budget est déficitaire, l'État doit emprunter pour financer ses dépenses publiques. Donc nous allons voir maintenant l'approche keynésienne de la politique budgétaire. Cette politique budgétaire passe par ce que l'on appelle les multiplicateurs budgétaires. Elle marche grâce aux multiplicateurs budgétaires. Et donc on va d'abord commencer par revoir ces multiplicateurs qu'on avait déjà vu dans des précédentes vidéos. Mais si après cette vidéo ce n'est pas très clair ou s'il y a des flous, eh bien je vous renvoie aux vidéos de L1 où ils sont tous expliqués et probablement un peu plus dans le détail. Ici il s'agit de rappels que je vais essayer de faire aussi complet que possible, mais pour plus d'explications, allez voir les anciennes vidéos. Et d'ailleurs il est important de maîtriser ces bases puisqu'on va s'en servir tout au long de cette partie sur les politiques budgétaires. Donc très important. Peut-être même le plus important, les bases sont très très importantes en politique économique parce qu'on se sert de ces bases tout le temps dans la suite. Donc vos bases, que ce soit les bouclages classiques keynésiens ou les multiplicateurs qu'on va faire, très très important à connaître par cœur, c'est fondamental. Donc on rappelle, le modèle keynésien c'est un modèle de demande, c'est-à-dire que les entreprises vont ajuster leur production Y pour répondre aux variations de la demande globale. Et donc l'équilibre sur le marché des biens s'écrit OG, donc l'offre globale, qui est égale à DG, la demande globale. Maintenant, remplaçons par les composantes. L'offre globale, c'est quoi? C'est la production de biens, Y. Et la demande globale, ça correspond à la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses de l'État grand G. Donc, la consommation, bien c'est égal à petit c, la propension marginale à consommer, multiplié par le revenu disponible. Le revenu disponible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le revenu total moins les taxes, donc moins les prélèvements. Petit c, donc la propension marginale à consommer, est comprise entre 0 et 1. T, c'est exogène. L'investissement est exogène. Et les dépenses de l'État sont exogènes. Voilà. Et donc, on obtient, donc on remplace, grand Y c'est égal à petit c fois YD plus I plus G. Y c'est égal à petit c multiplié, donc on remplace YD par Y moins T, plus I plus G. Ensuite, on va passer cette partie de l'autre côté pour mettre tous les Y ensemble. Donc Y moins petit c fois Y moins T, c'est égal à I plus G. On va développer petit c, donc Y moins C fois Y plus C fois T, c'est égal à I plus G. Et donc, on factorise par Y, donc Y, ici on n'oublie pas, ça donne un 1.
moins petit c, plus c fois t, c'est égal à i plus g. On va passer c fois t de l'autre côté, donc i plus g moins c fois t, et on divise par 1 moins c pour obtenir la demande effective qui est égale à 1 sur 1 moins c multiplié par i plus g moins c fois t, c'est petit c. Voilà. Et donc, cette partie correspond à ce qu'on appelle la demande autonome. Et donc, au final, ça nous fait que y étoile, c'est égal à la demande autonome sur 1 moins c. Voilà. Donc là, on a notre équilibre du marché des biens. Notre équilibre du marché des biens, c'est ça. C'est y étoile qui est égal à la demande autonome sur 1 moins c. Voyons voir maintenant le multiplicateur des dépenses publiques. Donc on rappelle que, hop, on veut regarder comment varie la demande effective, donc comment varie y étoile, quand on applique une variation de g. Eh bien, donc on dérive y par g, on se replace sur l'avant-dernière ligne, et donc on regarde 1 sur 1 moins c fois i, ça ne dépend pas de g, ça s'en va. 1 sur 1 moins c multiplié par moins ct, ça ne dépend pas de g, ça s'en va. Donc il reste 1 sur 1 moins c fois g. Le g, c'est comme un x, donc ça fait 1. Donc il reste égal 1 sur 1 moins c. Donc c'est K, c'est le multiplicateur. Voilà, c'est le même résultat que le multiplicateur d'investissement. Et donc prenons un petit exemple. Si jamais on pose la proportion marginale à consommer qui est égale à 0,8 et qu'on dit qu'on va faire varier les dépenses publiques de 100, voilà. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Le multiplicateur, donc d2y sur dg, c'est égal à 1 sur 1 moins 0,8. Donc ça, c'est égal à 5. Et maintenant, si on veut savoir de combien varie y, on passe dg de l'autre côté. Donc on fait fois dg, c'est égal à 5 fois 100, c'est égal à 500. Et donc on a que si on fait varier les dépenses publiques de 100 euros, eh bien y, le PIB, la richesse nationale, va varier de 500 euros. Pour évidemment petit c égale 0,8 qui est un exemple classique, c'est comme pour le multiplicateur d'investissement. Donc schématiquement, ce qui se passe, une augmentation de g va entraîner directement une augmentation de y. Si je construis un pont, je crée de la richesse nationale directement, parce que l'entreprise, je vais payer une entreprise, etc. L'augmentation de la richesse nationale, ça a pour conséquence d'entraîner une augmentation de C. Si j'augmente C, j'augmente le revenu. Si j'augmente la consommation, on rappelle chez les keynésiens, une augmentation de la consommation, ça fait une augmentation du revenu. Donc c'est un cercle vertueux. Mais si Y augmente, on se rappelle que l'épargne augmente également. C'est ce qu'on appelle des fuites. Il y a des fuites, voilà, c'est pour ça que ça ne fait que x5 entre guillemets et pas jusqu'à l'infini, parce qu'à un moment, il n'y a plus rien à dépenser. Voilà. Donc nous avons notre résultat pour le multiplicateur d'investissement. Voyons voir maintenant pour le multiplicateur d'impôt. Alors on rappelle, il y a deux impôts différents, il y a tarifaire, forfaitaire. Voyons voir maintenant tarifaire, donc c'est-à-dire qu'on pose l'hypothèse que grand T, voilà, c'est égal à T bar. Voilà, c'est un montant donné. Et donc dans ce cas-là, si on reprend notre demande effective, donc y étoile 1 sur 1 moins c multiplié par i bar plus g bar moins c fois t, eh bien d de y, donc on cherche à analyser une variation de y quand on fait varier t, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? 1 sur 1 moins c fois i, ça dépend pas de t, ça s'en va. Pareil pour g, donc il reste t qui fait 1 quand on dérive. Donc au final, il nous reste moins c sur 1 moins c. Et donc c'est égal à moins c fois k, puisque 1 sur 1 moins c, c'est k. Donc on a moins c fois k. Et donc on voit que c'est négatif. Si on baisse les impôts, on augmente la richesse. Si on augmente les impôts, on baisse la richesse. Puisque le revenu disponible, c'est y moins t, on rappelle. Voilà. Et donc reprenons un exemple. Donc imaginons petit c qui est égal à 0,8. Une variation d'impôt de moins 100, donc on décide de baisser l'impôt de 100.
Eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on aura dy sur dt qui est égal à moins 0,8 sur 1 moins 0,8, ce qui est égal à moins 4. On passe la variation de t de l'autre côté, donc fois dt, c'est égal à moins 4 fois moins 100, donc c'est égal à 400. Et là on voit que c'est légèrement moins efficace que le multiplicateur d'investissement. Pourquoi? Parce que là où le multiplicateur d'investissement, il y a un effet direct sur Y, voilà, qu'on voit ici, parce qu'on va payer une entreprise, on va donner de la richesse. Là, on va juste influer sur YD, on ne va pas faire d'effet direct. Il y a seulement un effet indirect via la hausse de YD, du revenu disponible, qui va entraîner une hausse de la consommation. Et donc voilà, c'est légèrement moins efficace ici de 100 € qu'une augmentation des dépenses publiques. Moralité, il vaut mieux augmenter les dépenses publiques plutôt que de baisser les taxes. Dans cette logique. Donc maintenant, voyons voir un autre type d'impôt. C'est l'impôt forfaitaire, il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises. Et donc, on pose l'hypothèse comme quoi grand T, c'est égal à petit t fois Y. Donc, petit t, c'est comme le petit c, hein, c'est une propension marginale à payer des taxes. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, on va avoir, on reprend notre équipe du marché des biens, G égale DG, donc Y est égal à C plus I plus G. Y est égal à petit c fois YD plus I plus G. On remplace à chaque fois quand on peut, parce qu'on a. Donc ça nous fait petit c multiplié par Y moins T plus I plus G. Ensuite, on va remplacer T. Donc Y est égal à petit c fois Y moins petit t fois Y plus I plus G. Ensuite, on va factoriser par Y. Donc Y est égal à petit c fois 1 moins t fois Y plus I plus G. Hein, parce qu'on n'oublie pas que ça fait 1. Donc quand on factorise par Y, il reste 1 moins t. Ensuite, on va passer le bloc en prenant le Y de l'autre côté. Donc Y moins c fois 1 moins t Y qui est égal à I plus G. On a ensuite donc voilà, on va factoriser par Y, donc ça fait Y, facteur de 1 moins C. Oula, pardon, excusez-moi, 1 moins C, multiplié par 1 moins T, qui est égal à I plus G. Voilà, on a juste factorisé par Y. Et donc, voilà, ça nous fait ensuite, on va diviser, ça fait Y étoile, qui est égal à 1 sur 1 moins C, 1 moins T, multiplié par I plus G. Voilà. Et donc, on voit, ça peut se démontrer, mais pas très intéressant, mais voilà. Si petit t baisse, eh bien Y étoile va augmenter. Voilà. Donc si on baisse le taux, sorte de taux d'imposition, eh bien on va augmenter Y. Maintenant, voilà, on a vu le multiplicateur des dépenses publiques, le multiplicateur des impôts. Et là on peut se dire, ouais, mais tout ça, ça fait un déficit. Si on baisse, on rappelle que G moins T, c'est le déficit. Si on augmente G ou qu'on baisse T, forcément on va créer un déficit public. Le budget ne va plus être équilibré. Donc on peut se dire, voyons voir le multiplicateur pour un budget équilibré. Un budget qui ne creuse pas le déficit, qui ne va pas faire de déficit, qui ne va pas réduire la dette, qui ne va pas l'augmenter. Voilà un budget équilibré, G moins T égale 0. Et donc l'État décide de financer la hausse de G par une hausse de T. Bien, supposons T égale 0. Donc on aura cette partie-là qui vaut 1. Donc au final, on retrouvera ce qu'on avait avant. Et ça, bon,
voilà, bref, pas très important. On a dt qui est égal à dg, ça c'est déjà plus important, puisque si on augmente g, on va faire augmenter t dans les mêmes variations. Et on a que la variation de l'investissement, c'est égal à 0, parce que on s'en fiche de l'investissement. Voilà, voilà. Et donc, on a y étoile qui est égal à 1 sur 1 moins c multiplié par i plus g moins c fois t. Donc ça, c'est notre marché, c'est quand les marchés des biens est équilibré, une demande effective. Et donc, si on regarde une variation de y en budget équilibré, donc on a 1 sur 1 moins c. Donc di qui est égal à 0, ça, la variation de i sera égale à 0, donc on s'en occupe plus. Et donc on aura une variation de g moins c fois dt, pardon. Donc voilà, donc si on fait varier y, eh bien on va faire varier dg et dt, enfin g et d et t, pour faire varier y. Mais on les fait varier dans les mêmes proportions. Voilà, c'est ça. On va faire varier g et varier t pour faire varier y. Et on va regarder à quoi correspond cette variation de y. De combien y va varier. Et donc, si on regarde ça, eh bien, on a que la variation de y étoile, c'est égal à 1 sur 1 moins c. dg, et là, ça nous embête, on a moins c fois dt, on peut trop rien en faire. Sauf qu'on se rappelle que dt, c'est égal à dg. Donc, ça nous fait moins c fois dg. Voilà. À partir de là, c'est bien, ça nous arrange parce qu'on peut factoriser. Donc, on peut factoriser donc, par dg. dg, n'oublie pas qu'ici, il y a un 1. Donc dg, facteur de 1 moins c. Ce qui nous fait au final 1 moins c sur 1 moins c fois dg. Donc ça va hop hop s'annuler entre eux. Et donc on a au final que la variation de y étoile. Ça correspond à la variation de g. On avait fait varier dans les mêmes proportions les dépenses publiques et l'imposition. Et on se rend compte qu'au final, quand on fait ça, eh bien y n'aura varié que de la variation de g. C'est-à-dire que si on avait augmenté g de 100 € et les taxes de 100 €, et bien au final, y étoile n'aura augmenté que de 100 €. Parce qu'on aura mis mis un impact initial de 100 €, mais le multiplicateur n'aura pas continué. Donc on voit qu'un budget équilibré, bah pour les keynésiens c'est pas fou. Parce qu'effectivement on augmente vite fait y, mais là on a une augmentation de dg, alors que quand on accepte un déficit, quand on accepte d'augmenter seulement les dépenses publiques, eh bien on avait quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant. Hein, si on reprend l'exemple d'avant, quand on avait des g qui est égal à 100, là y va varier de 100 si on a un budget équilibré. Si on accepte un déficit, y va varier de 500, soit 5 fois plus. Très bien, maintenant qu'on a revu ces petites précisions qui j'espère ont été claires sur les différents multiplicateurs, dépenses publiques, impôt forfaitaire, impôt tarifaire et multiplicateur en budget équilibré, voyons voir l'effet d'entraînement. Lorsque G augmente, hein, si on augmente les dépenses publiques, eh bien l'effet multiplicateur entraîné par cette variation, donc l'effet multiplicateur n'a aucun impact sur I. di est égal à 0. Donc on a beau augmenter G, ça n'a pas d'impact sur les autres variables. Enfin, ça n'a pas d'impact sur I. L'effet multiplicateur n'a pas d'impact sur I. Retenez bien ça, c'est l'effet multiplicateur qui n'a pas d'impact sur I. Mais, voilà, pour les keynésiens, une hausse de G peut avoir un effet d'entraînement sur l'investissement privé. Et donc c'est pas le multiplicateur, c'est seulement la hausse de G. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien bonne question, parce que lorsque l'augmentation de G va améliorer les infrastructures d'une économie, comme les transports, la sécurité, la justice, l'éducation, hein, quand ces infrastructures vont être améliorées, le taux de rendement des investissements privés, donc petit e, va augmenter pour des raisons objectives. Il y a des meilleures routes, donc c'est moins cher de faire du transport,
il y a des meilleurs outils de télécommunication fournis par l'État, donc ça coûte moins cher de s'en servir. Euh, que sais-je, les gens sont plus formés, donc j'ai des meilleurs employés, donc les projets deviennent plus rentables. Ou je sais que la justice est performante et donc que, voilà, je ne sais pas. Mais ça va augmenter pour des raisons objectives. Petit e va augmenter pour des raisons objectives. Et donc si petit e augmente, eh bien on rappelle que E doit être supérieur à R pour augmenter, enfin pour que le projet se fasse. Donc il y aura plus de projets rentables. Voilà. Parce que E augmente, fatalement, il y a plus de projets rentables. Et donc s'il y a plus de projets rentables, eh bien il va y avoir une augmentation de l'investissement. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'une augmentation de G, si ça augmente, euh, si ça améliore les infrastructures d'un pays, les infrastructures de l'économie, ça peut entraîner une augmentation de E, donc une augmentation de l'investissement privé. C'est un effet d'entraînement. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est un point de discorde entre keynésien et classique. Parce que là, les keynésiens nous disent, eh bien, augmenter G, c'est bien. Parce que ça permet d'augmenter I. Et les classiques vont dire, non, 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 augmenter G, ça entraîne un effet d'éviction. Voilà, les investissements de l'État vont prendre le pas sur les investissements privés, effet d'éviction. On y reviendra plus tard. Mais voilà, point de discorde entre les deux théories. Voilà. Donc, voilà, passons à un autre sujet, une autre rubrique, après avoir vu l'effet d'entraînement. Dans les dépenses publiques au sens large, on distingue les dépenses G, les prestations et les subventions P. Et parmi les prestations et les subventions, on va trouver les prestations aux ménages et les prestations aux entreprises. Ok. Donc l'aide peut aller à deux endroits différents, les ménages ou les entreprises. Bien, posons des hypothèses. Le multiplicateur, plus c'est élevé, plus le multiplicateur est élevé. C'est logique. Voilà. Plus on va consommer, plus l'effet du multiplicateur va être fort parce que moins il y aura de fuite. P, les prestations sont financées par des impotés. Donc ça, c'est quand même une hypothèse qui est plutôt proche de la réalité. Et la dernière hypothèse, qu'on n'avait encore jamais évoquée pour l'instant, c'est que la propension marginale à consommer des populations pauvres, hein, pas la peine de débattre sur ce qu'est un pauvre, ce qu'est un riche, hein, voilà, sur la proportion marginale à consommer des pauvres est supérieure à la proportion marginale à consommer des riches. Et oui, et là c'est plutôt logique en fait, c'est aussi, c'est que moins on a d'argent, plus on va consommer cet argent en proportion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va gagner 1200 €, donc le SMIC par mois, il va presque utiliser tout son argent parce qu'il y a le loyer à payer, il y a l'argent, enfin il y a la nourriture, il y a peut-être des frais de scolarité de ses enfants, il y a plein de choses. Et donc en proportion, il va peut-être utiliser 90 voire même 100% de son salaire. Alors qu'un riche, hein, Jeff Bezos, ben son revenu, il va l'utiliser, il va peut-être certainement consommer plus en termes monétaires, il va peut-être consommer des millions d'euros par an, mais en proportion de son salaire, ça sera beaucoup moins faible, peut-être 10% et encore, peut-être même pas sûr, voilà. Donc tout ça pour dire que plus on est pauvre, entre guillemets, moins on a d'argent, plus on va consommer une part importante de notre revenu. Donc là encore, c'est une hypothèse qui est assez plausible, assez réelle. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner ces hypothèses? Eh bien, ça va entraîner que les keynésiens sont favorables aux prestations pour les ménages. Hein. Celles-ci vont bénéficier à ceux qui font face à une baisse des revenus. Donc, par exemple, parce qu'ils passent à la retraite, parce qu'ils deviennent au chômage, ils n'ont plus d'emploi, ils deviennent des chômeurs, ou pour faire face à une augmentation des dépenses à cause de dépenses de santé, parce qu'on va avoir un enfant, etc. Et donc, ça va entraîner l'effet multiplicateur. Un effet multiplicateur. Et donc, selon les keynésiens, il est préférable de cibler les ménages modestes, avec des minima sociaux, des primes pour l'emploi, etc. Parce que ces ménages vont consommer la totalité des prestations. Il va donc y avoir un fort effet multiplicateur. A l'inverse, des prestations vers les ménages aisés sont moins efficaces parce qu'elles sont en partie épargnées, parce que voilà, ils ne vont pas quasiment tout consommer. Si on donne des prestations
à Bernard Arnault, je suis pas sûr qu'il aille consommer vraiment sa prestation, quoi. Ça va servir à rien. Alors que si on donne une prestation, de l'argent, pour X ou Y raison, à une personne qui a 1 200 € par mois, bah là, il y a fort à parier que cet argent, il va le consommer pour se faire plaisir ou même par nécessité. Et donc, de même, lors d'une réforme fiscale, il est préférable d'augmenter les impôts des riches, parce que les riches, justement, épargnent beaucoup, et de baisser les taxes des pauvres, parce que les pauvres consomment beaucoup. Donc, il vaut mieux leur donner plus de revenus, faire en sorte qu'ils aient plus de revenus à consommer, plutôt que les riches, parce que les riches, ben, dans tous les cas, ils vont épargner. Donc voilà, encore une fois, l'effet multiplicateur. Et donc ces différents points, ça concerne les effets macroéconomiques, mais ça laisse de côté les effets de justice sociale, qui sont plus vus en économie publique. Et donc, au final, récapitulatif très, très bref, si on donne des subventions P, il faut les donner aux pauvres, hein, entre guillemets. Si on augmente l'impôt, il vaut mieux augmenter l'impôt sur les riches et le baisser sur les pauvres, pour avoir des effets multiplicateurs plus élevés. Mais si les keynésiens sont favorables aux prestations pour les ménages, ils sont généralement opposés aux prestations pour les entreprises. En effet, si les subventions soutiennent l'investissement, bah alors effectivement, une augmentation de I entraînerait une augmentation de Y via l'effet multiplicateur, donc une augmentation de N et une baisse du chômage. Mais le problème, c'est que selon les keynésiens, I, l'investissement, va d'abord dépendre de la demande des périodes futures anticipées, de la demande anticipée. Les entreprises vont investir de telle façon que elles vont investir si elles pensent que effectivement il y a besoin pour le futur parce qu'il y aura plus de demandes. Or, I va être faible si les anticipations sont pessimistes. Ça ne dépend pas des subventions ou pas. Les subventions n'ont justement aucune raison d'améliorer ces anticipations. Voilà, si effectivement c'est la crise ou que c'est un marché voilà un peu vieillot, bah les entrepreneurs n'ont aucune raison de penser que c'est parce qu'ils ont des subventions que ça va aller mieux. Voilà, que le marché ne sera plus en crise. Donc, ben, au final, il n'y aura pas d'effet multiplicateur avec ces subventions. Et donc, ces subventions, si elles ne font pas augmenter l'investissement, eh bien, elles risquent d'être utilisées pour augmenter le profit, et non pas donc augmenter le profit via des dividendes. Donc, bah, c'est clairement pas l'effet recherché. On voulait augmenter I, au final, c'est le profit qui a augmenté. Bon, c'est pas fou. Ensuite, deuxième point, bah, c'est que ces subventions, elles sont financées en prélevant des impôts sur les ménages. Donc, si on augmente les impôts, on va baisser le revenu disponible. Okay. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que le revenu disponible va baisser et que le revenu comment s'appelle, des capitalistes va augmenter. Le revenu plutôt. Le revenu des capitalistes va augmenter parce qu'il y aura une hausse du profit. Et là, ce qu'on se dit, c'est que bah, c'est pas bon en fait. Même si ça augmente dans les mêmes proportions, parce que le contribuable moyen va consommer plus que le capitaliste moyen. Hein, on va considérer que les capitalistes sont plus riches, entre guillemets, que le contribuable moyen. Et donc, effectivement, peut-être que en euros, ça va valoir la même chose. Peut-être qu'il y aura une baisse de 100 € du revenu disponible, une augmentation de 100 € du revenu des capitalistes. Mais la propension marginale à consommer était peut-être de 0,8 pour le contribuable moyen, alors qu'elle va être de 0,6 pour le capitaliste moyen. Et l'effet multiplicateur sera donc beaucoup moins fort. Et donc il va y avoir une baisse de... Pardon. Il va y avoir une baisse de C, une baisse de la proportion marginale à consommer globale. Et donc dans ce cas-là, il va y avoir une baisse de la consommation, donc une baisse de Y, donc une baisse de N, donc une augmentation du chômage. Et c'est clairement pas ce qu'on voulait à la base. Parce qu'à la base, on voulait justement faire l'effet inverse. Et donc, en conclusion, les subventions, c'est bien pour les ménages, quand c'est des pauvres qui les ont. Les taxes, c'est bien si on taxe les riches. Là, encore une fois, c'est logique. Et les prestations aux entreprises, bah, c'est en général pas fou, parce que ça risque d'aller dans les poches
des actionnaires qui sont en général plus riches que le contribuable moyen, donc c'est pas fou. Maintenant qu'on a vu ça, une autre partie encore, donc peut-être la quatrième, on a vu les effets multiplicateurs, ensuite l'effet d'entraînement, ensuite tout ce qui était lié aux prestations, les effets des prestations, et voyons maintenant voir une partie sur les stabilisateurs automatiques. Là, on partait du principe que l'État faisait une action précise, il décidait, j'augmente les dépenses publiques de temps parce que je veux faire un pont, je veux faire des routes, ou je baisse les impôts de temps parce que je suis un État bien, je sais pas, insérer X raisons. Et sauf que là, on va voir que ces multiplicateurs peuvent s'enclencher automatiquement sans qu'il n'y ait d'intervention directe de l'État. Donc on va supposer une activité cyclique, donc c'est-à-dire une activité avec des phases ascendantes, des phases descendantes. Et on va imaginer que l'État, dans le passé lointain ou pas, a mis en place des mécanismes tels que le RSA ou des subventions pour aider les plus pauvres et les plus démunis. Donc on imagine que l'État a mis en place des politiques, si tu es en dessous de tel revenu, eh bien tu vas avoir des aides en plus. Voilà, donc effectivement le RSA est peut-être un des meilleurs exemples possibles pour cela. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'État a mis en place ces politiques, je sais pas, il y a 10, 15, 20, 30, 50 ans. Ok, et donc maintenant, l'État il n'y touche plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Lors des phases descendantes, donc lorsqu'il y a une baisse de l'économie, une baisse du rythme économique, il va y avoir une baisse de Y. Et donc si Y baisse, il va y avoir une augmentation de la pauvreté, aussi bien des ménages que des entreprises. Et donc il va y avoir plus de personnes qui vont être éligibles au RSA, si on garde l'exemple du RSA. Hein. Il y aura plus de personnes au chômage, les revenus vont baisser, peut-être. Et donc, augmentation de la pauvreté. Augmentation de la pauvreté, donc plus de personnes qui sont dans le besoin, donc plus de personnes qui sont éligibles au RSA. Et aux autres subventions mises en place par l'État avant, dans le passé. Et donc, automatiquement, et là je dis bien automatiquement, l'État ne va pas décider quelque chose, c'est automatiquement, il va y avoir une augmentation des transferts et des subventions vers les populations en difficulté. C'est-à-dire qu'il y aura une hausse de paix vers les populations en difficulté. Les effets multiplicateurs vont se mettre en marche automatiquement et ils vont favoriser la reprise de la croissance. Et il faut bien noter que l'État ici, je le redis mais c'est très important à comprendre, l'État ici n'a rien fait, il l'a fait dans le passé. Il n'a pas choisi d'augmenter les prestations. Il n'a pas choisi. D'ailleurs, il s'en serait bien passé de cette augmentation des prestations parce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes dans le besoin. Donc c'est juste que il y a eu plus de personnes qui ont rempli les conditions, malheureusement, qui ont rempli les conditions nécessaires pour être éligibles à ces aides. Donc il va y avoir une hausse de paie et donc l'effet multiplicateur qui va avec. Et cet effet va freiner en quelque sorte le cycle, il va faire en sorte qu'il soit moins violent, ce cycle descendant. Et à l'inverse, lors des phases ascendantes, il va y avoir une augmentation de Y, donc une baisse de la pauvreté. Et à partir de là, il va y avoir moins de personnes qui vont être éligibles à ces aides parce qu'ils vont avoir retrouvé du travail, avoir des salaires plus élevés, donc ils ne vont plus remplir les conditions nécessaires pour avoir ces aides et ces subventions. Et donc il va y avoir une baisse des transferts et des subventions vers les populations en difficulté. C'est-à-dire qu'on va assister à une baisse des prestations. Les effets multiplicateurs se mettent en marche automatiquement, mais à l'envers, ce qui va ralentir la croissance. Voilà. Et donc, le point, j'y reviens, mais le point le plus important, l'État n'a rien fait directement. Voilà. Les effets ont été automatiques. C'est pour ça qu'on parle de stabilisateur automatique. Donc la variation de P est en partie endogène parce qu'elle est liée à des règles déjà établies dans le passé. Finalement, on remarque que les prestations et les subventions jouent un rôle contracyclique en contribuant à stabiliser les fluctuations économiques. Le déficit budgétaire a tendance à se creuser dans les phases descendantes, puisqu'il y a une augmentation des prestations versées, et la tendance, le déficit public, à se résorber dans les phases ascendantes, parce qu'il y a moins de personnes éligibles et que le revenu Y va augmenter, donc plus de recettes de l'État normalement. Et donc, comme on peut le voir sur ce graphique que je vous ai affiché,
Les stabilisateurs font que les cycles sont moins amples, donc aussi bien dans les phases ascendantes que descendantes. C'est-à-dire qu'on va, par rapport à une situation où il n'y aurait pas de RSA, par exemple, dans un système sans aide, eh bien, on aurait voilà, une crise archi-violente. Voilà, en bleu. La crise serait archi-violente. Mais, à contrario, la montée serait aussi très forte. Parce que voilà, il n'y aurait pas de baisse de revenus suite à la non-éligibilité aux aides. Les stabilisateurs automatiques, donc toutes ces aides, vont dans les périodes de crise contribuer à réduire l'impact de cette baisse de revenus parce qu'il y aura des aides proposées. Donc c'est typiquement ce qu'on peut voir plus ou moins en ce moment, toutes les aides que l'État, que l'on peut juger insuffisantes ou pas, hein, c'est pas le débat, mais toutes ces aides que l'État va mettre en place, que ce soit pour les entrepreneurs ou pour les ménages les plus démunis, va contribuer à faire en sorte que la crise soit moins violente, donc on voit moins baisser. Mais en contrepartie, on va avoir des phases ascendantes moins élevées, et bien parce que il y aura une baisse de revenus effectivement quand ces ménages ne seront plus éligibles. Enfin, il va y avoir une baisse des prestations, donc une baisse du multiplicateur lié aux prestations. Donc voilà à quoi servent les stabilisateurs automatiques. Ils servent à faire en sorte que les cycles économiques soient moins amples. Et c'est surtout, on les met en place surtout pour éviter les trop grosses chutes qui peuvent se révéler extrêmement brutales et extrêmement fortes. Très bien. Donc, on a vu 4 parties. Voyons voir la dernière partie maintenant de la théorie keynésienne de base. Donc on va regarder rapidement, vite fait, le multiplicateur des dépenses publiques, mais en économie ouverte. Parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, mais jusque-là nous étions en économie fermée. On supposait qu'il n'y avait que la France, que l'État, voilà. Il n'y avait pas de pays autour qui voulaient nous piquer nos marchandises et nous imposer les leurs avec des importations et des exportations. Là, on va imaginer que nous sommes dans une économie ouverte. Enfin, imaginer. Bon, c'est pas une grande imagination dont il faut faire preuve pour ça. Donc, reprenons encore une fois notre offre globale qui est égale à la demande globale. L'offre globale, c'est l'offre qu'on peut proposer dans nos magasins. Hein, c'est ce qu'on peut proposer dans nos magasins, dans nos points de vente, c'est ce qu'on peut proposer à notre population. Donc, ça correspond effectivement à ce que l'on produit, plus à ce que l'on importe. Notamment tous les produits chinois, tous les vêtements, tous les jouets, qui sont pour beaucoup produits en Chine. Voilà. Donc les importations qui peuvent représenter des parts très grandes dans certains secteurs. Et la demande globale, c'est tout ce que les populations vont demander. Donc il y a la consommation des résidents, l'investissement des entreprises, les dépenses de l'État, et ce qui est demandé par les autres pays, donc les exportations. Voilà. Donc, mettons un petit peu les choses au clair. Grand C, la consommation, c'est égal à C fois YT. Donc, la proportion marginale à consommer fois le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est égal à Y moins T. T, les taxes sont exogènes. Voilà. Les dépenses de l'État sont exogènes. Les importations sont égales à la propension marginale à importer fois Y. Donc c'est le même principe que la proportion marginale à consommer, sauf que c'est avec les importations. C'est quel pourcentage voilà, du revenu on va importer. Et donc évidemment, plus la mondialisation, plus le processus de mondialisation est conséquent, plus ce petit thème va être élevé. Et il varie suivant les secteurs évidemment. Voilà, donc l'investissement, c'est aussi une variable exogène. Et les exportations, c'est exogène aussi. Voilà. Et toujours à la petit c compris entre 0 et 1 et petit m compris entre 0 et 1. Il y a peut-être une condition avec les deux, peut-être que les deux, faut pas que ça fasse plus de 1, je ne sais pas. Peut-être. À voir. Mais bon, c'est pas très important, voilà, je le souligne juste comme ça. Et donc reprenons notre équilibre du marché. Donc on a y plus la proportion marginale à importer fois y, c'est égal à cy moins t plus i bar plus g bar plus x bar. On passe
tout ce qui comprend des y de l'autre côté. Voilà, y plus m fois y, c'est égal, et en même c'est moins petit c fois y moins t, c'est égal à i plus g plus x. On va développer la partie là. Donc y plus m fois y moins c fois y plus c fois t, c'est égal à i plus g plus x. On va factoriser tout ce qu'on peut par y, parce que c'est ce qu'on cherche, y. Hein. Voilà, donc on n'oublie pas, ça vaut 1, plus petit m, moins petit c, plus petit c fois t, c'est égal à i bar plus g bar plus x bar. Et donc on va passer c moins t de l'autre côté, donc y facteur de 1 plus m moins c, c'est égal à i bar plus g bar plus x bar moins petit c fois t. Et on divise par 1 plus m moins c. Et donc on a la demande effective, y étoile, qui est égale à 1 sur 1 plus m moins c, facteur de i bar plus g bar plus x bar moins petit c fois t. Et donc si on regarde si on regarde la variation de y quand on a une variation des dépenses de l'État, donc on dérive simplement, donc on obtient 1 sur 1 plus m moins c. Et donc, si on a une augmentation, on voit que si on a une augmentation de m, eh bien on va avoir une baisse du multiplicateur. Et pourquoi? Eh bien, schématiquement, on peut le représenter comme ça. On augmente g, donc on augmente y. Si on augmente y, eh bien, on va augmenter c. Voilà, et ça c'est ce qu'on cherche. Si c augmente, y augmente, voilà, donc ça c'est l'effet qu'on recherche. Malheureusement, il y a des fuites. Donc la première fuite, on l'a déjà mentionné, c'est une hausse de l'épargne. Voilà, puisque si les revenus augmentent, les gens épargnent plus. Mais en économie ouverte, il y a une deuxième fuite, et c'est l'augmentation des importations. Et oui, puisque les importations, c'est petit m fois y. Voilà, on l'avait noté là, c'est petit m fois y, donc ça dépend de y. Si y augmente, les importations vont augmenter. Donc il y a des fuites en plus. Et donc si effectivement y augmente, petit m augmente, eh bien la propension marginale à importer sera plus grande, donc plus y sera grand, plus il y aura de fuites. Voilà. Et donc c'est ce multiplicateur en économie ouverte qui a qui a fait en sorte, qui a mené, voilà c'est le mot que je cherchais, qui a mené à une remise en cause des théories keynésiennes à partir des années 80. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'était pas très mondialisé, voilà, il y avait des échanges certes entre les pays, mais c'était encore assez faible. Donc quand on augmentait les dépenses publiques, quand l'État français mettait de l'argent dans l'économie pour investir, eh bien ça restait dans sa grande majorité dans l'économie française. Sauf que avec la mondialisation, si on donne plus d'argent aux ménages, eh bien ils vont consommer, mais il y a une grande partie, en tout cas une partie assez conséquente de cet argent qui va partir pour les pays étrangers, notamment à cause des importations, à cause de toutes les importations qu'on fait. Et donc c'est pour ça que les politiques de relance budgétaires ont été critiquées et ont mené à une remise en cause des théories keynésiennes. C'est tout pour cette première vidéo sur les politiques budgétaires. Si des points n'ont pas été clairs, s'il y a des améliorations à faire, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux.